Bien, on va commencer. Alors, comme vous le savez par le programme sur le collège, il y a une interruption donc là en février et le cours et le séminaire reprendront à partir du 11 mars. Bien. On m'a signalé que parfois certaines de mes images se voyaient pas très bien parce que peut-être je les avais mises un peu petites quand j'en mets plusieurs à la fois. J'ai essayé d'y remédier. Donc si vous avez des problèmes, signalez-le-moi à nouveau. Donc on avait commencé à parler de la grande coupe du cabinet des médailles dite de Khosrow. Je vais continuer ce que j'avais à dire là-dessus, mais au préalable, je vais revenir sur ce plat qui vraiment occupe beaucoup mes pensées, parce qu'il est vraiment très problématique, et en même temps, si la solution à laquelle je pense est exacte, c'est vraiment très intéressant. Donc ce serait, en fait, au début de la série, il ouvrirait pratiquement la série des plats de chasse où le chasseur est royal, et ce serait pour moi le jeune Shapur II, devenu roi à sa naissance, mais qui n'a pas encore de couronne et à qui on a laissé la couronne de son père. Alors, j'avais pensé à une objection, c'est que sur ces monnaies, voilà tous les portraits de Shapur II sur ces monnaies, il est toujours barbu et il a toujours la couronne à merlon qu'on lui connaît, sauf dans deux cas, un cas où il a une couronne à calotte perlée, et puis un autre qui n'est pas reproduit ici, qui a été trouvé depuis, où il a la couronne, semble-t-il, si ce n'est pas un faux, où il a la couronne à cornes. Bien. Mais, quand on regarde la chronologie proposée dans la Sillogé, qui est le catalogue le plus complet aujourd'hui existant des monnaies sassanides, on voit qu'en réalité, en ce qui concerne la chronologie relative, ça va en 4 phases, mais les dates absolues sont complètement arbitraires. On peut dire ce qu'on veut, parce qu'ils ont rangé, à cette époque, il n'y a pas encore d'année de règne sur les monnaies, ça va venir plus tard. Donc en fait, ils ont rangé en 4 périodes. Première période, 309, c'est très simple, c'est sa naissance. Alors, on commence avec ça. Dernière période, 379, il va mourir. Bien. Entre les deux, un règne de 70 ans. Alors, on voit quand même qu'il y a 2 phases intermédiaires. Une constitue dans les années 320. Pourquoi les années 320 ? C'est parce que c'est là qu'il est devenu majeur. Donc, voilà, on suppose que les types monétaires ont changé. Et un ne constitue pas, mais qui pourrait être à partir des années 350, c'est quand il fait ses campagnes à l'Est et qu'il établit le siège du pouvoir à Merv, et aussi il y a un atelier central qui se transporte à Kaboul. Mais bon, vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui oblige à supposer que la phase 1A, où il a une barbe et sa couronne, commence au début. Absolument rien. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait eu des périodes où la monnaie royale ne frappait pas à son nom. Alors, soit on n'émettait pas parce qu'on n'en avait pas besoin, soit peut-être on a continué à frapper des monnaies au nom de son père. Voilà. Donc, il n'y a pas de contre-argument numismatique à la proposition qu'il s'agisse d'un plat de la minorité de Shapur II. Alors, nous en revenons à la coupe de Khosrow. Son originalité, je l'ai dit, c'est les matériaux. C'est la seule qu'on ait où... Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai fait une... Attendez. Bon, alors... Pourquoi est-ce que c'est bloqué ? Attendez, faire ça. Voilà. Ça remarche. C'est la seule où il y a non seulement l'or ou l'argent, mais en plus des incrustations. Cristal, sous réserve de vérification, mais cette coupe, Sabra et moi, nous allons la voir en fait au cabinet des médailles dans 2 semaines. En principe, le blanc, c'est du cristal de roche. Le rouge, c'est du grenat.
Et le vert bleu, c'est de la pâte de verre. Alors on a dit, c'est l'hypothèse de Harper, ça pourrait convenir justement au règne de Cavad, qui est le candidat le plus probable pour le roi, parce qu'il avait des rapports étroits et généralement pacifiques avec les Hephthalites d'Asie centrale, qui étaient des Huns. Donc on sait que chez ces peuples issus de la steppe, le goût pour la polychromie est très prononcé. Bon. Ce qui apparaît, c'est qu'on n'a pas choisi les matériaux au hasard. Ce n'est pas seulement pour faire joli. Parce que on a vraiment voulu prendre blanc, rouge et vert. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on a mélangé des matériaux nobles, le cristal de roche, l'or et le grenat, et un matériau tout à fait vil, commun, qui est simplement de la pâte de verre. Ce n'est pas de l'émeraude. Donc, on a vraiment voulu mettre ces couleurs. Alors, une première idée qui vient à l'esprit quand on voit tous ces beaux ronds tout chatoyants autour du roi, avec en plus des motifs floraux qui pourraient aussi éventuellement évoquer l'irradiance, c'est que ça pourrait être une symbolique astrale. Bien, le roi trônant au milieu de la voûte céleste. Bon, ça peut trouver certains arguments. Dans le protocole des rois sassanides, ils se disaient, leur protocole officiel, dans leurs lettres diplomatiques, ils se disaient frères du soleil et de la lune. Par ailleurs, ça peut rappeler les vers de Ferdowsi sur la coupe magique du roi légendaire Jamshid, où il voit se refléter l'univers. Coupe qui, dans d'autres sources, est attribuée au roi légendaire Khosrow, dont justement les derniers rois sassanides ont repris le nom. Bon, on peut penser évidemment à cette interprétation-là, et après tout, peut-être qu'elle est quand même à l'arrière-plan. Il y a quand même une objection que je trouve sérieuse, c'est le nombre des incrustations. Quelle que soit la manière dont on les compte ensemble, couleur par couleur, on ne tombe jamais sur une numérologie astronomique, ni une numérologie, ni des chiffres du calendrier. C'est jamais 365, c'est jamais 30, c'est bon. C'est jamais. Alors, donc, c'est jamais 7, les planètes. Ça, c'est quand même curieux, parce que si, en général, dans la symbolique cosmique, on est assez attentif au nombre. Bien. Par ailleurs, les couleurs, il n'y en a que 4. Pourquoi seulement 4 ? Si les planètes, si on veut évoquer les planètes, on en met 7. Alors, bon, évidemment, on pourra dire toujours l'or, c'est le Soleil. Le blanc de cristal, c'est la Lune. Le rouge, c'est Mars, donc la planète Vahram en Iran. Le bleu-vert, c'est Mercure, Tyr, la planète Mercure en Iran. Mais bon, il n'y a ni Vénus, ni Jupiter, ni Saturne. Alors, une idée qui me paraît au moins mériter d'être hasardée, c'est qu'il pourrait s'agir en fait de symboles liés aux classes sociales. Les classes sociales en Iran, comme en Inde, sont réparties en grandes catégories. Bon, ce n'est pas aussi rigide que les castes en Iran, mais on sait très bien que les 3 grandes catégories qu'on trouve en général dans l'ère indo-européenne, voire du Mésil, c'est les rois, les guerriers, les prêtres, les guerriers et les paysans. Le roi lui-même appartient par naissance à la caste des guerriers, mais en réalité, il unit les 3. Bon. Il a des fonctions liturgiques et il est le protecteur de l'agriculture et des paysans. Je renvoie ici. Alors, il se trouve que, comme en Inde, les
les grandes catégories sont associées à des couleurs spécifiques. Alors, je renvoie ici à un article, l'article fondamental, enfin le plus, à mon avis, le plus précis. C'est l'article de Adriano Rossi, Perception et symbologie des couleurs dans le monde iranien et d'Asie centrale, en 1996. Alors, il mobilise diverses sources, mais la principale, ce sont deux sources Pélévi, un passage du Denkart et un passage du Bundahishn iranien. Qu'est-ce qui est dit là? Alors, il rappelle qu'en Inde, c'est très clair. Hein, les prêtres, la caste des brahmanes, la couleur c'est shukla, c'est blanc. La caste des guerriers, kshatriya, c'est lorita, rouge. Et la caste des vaishas, c'est-à-dire paysans, commerçants, artisans, c'est Krishna, qui est une couleur qui peut être bleu, qui est définie comme bleu, qui peut être définie comme noir. Dans ces textes, dans ces deux textes, on voit très clairement que les prêtres, dans les deux cas, la couleur associée, c'est sped, blanc. Pour les guerriers, c'est un peu compliqué. Dans le Denkart, on a donc... dans le Denkart, on a Surh ou Maegun, rouge et couleur vin, donc rouge et pourpre. Et dans le Bundahishn, c'est plus chatoyant. Hein. Zaren, semen, gorpesid, wasrang. Or, argent, gemme, un mot qui fait problème, et wasrang, multicolore. Pour les paysans, dans le Denkart, c'est heragon, couleur cendre, et dans le Bundahishn, c'est rchenen, bleu-noir. Donc, en gros, il y a quand même une correspondance vraiment assez nette, sauf que pour les guerriers, ça se décline d'une manière plus diversifiée, mais évidemment, ce sont toujours des couleurs vives, très chatoyantes, etc. Bien, alors, qu'est-ce qui me permet de supposer que peut-être c'est le roi au milieu de tout ça? C'est les textes qu'on a sur le protocole royal des grandes audiences sassanides. On en a plusieurs. L'un des meilleurs, c'est un texte attribué à Ibn al-Muqaffa, qui écrivait en arabe et qui a produit la première traduction arabe du Shahnameh, du livre des rois Pélévi. Bon. Cette traduction est perdue, mais elle a été utilisée par tous ses successeurs et indirectement par Ferdowsi. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs traités qui lui sont attribués, dont un, le livre de la couronne, Kitab al-Taj, qui a été édité par Grignashi, un article un peu tombé dans l'oubli, mais très important, quelques spécimens de la littérature sassanide conservés dans les bibliothèques d'Istanbul. Et Grignashi a rassemblé un certain nombre de textes dont il pense, argument à l'appui, que c'était des textes arabes traduits du Pélévi ou proches de textes Pélévi. Alors que dit ce texte? Des sages perses que j'ai connus dans ma jeunesse m'ont donné ces informations. Le jour de Nowruz, le nouvel an, le roi des rois des Perses siégeait en séance publique et faisait apporter des cadeaux et des robes d'honneur. On préparait les tables. Les hommes prenaient place d'après leur rang, se différenciaient par les habits qu'ils revêtaient pour cette journée-là. Ça veut dire les couleurs, évidemment. Quand le roi s'asseyait sur le trône et qu'il posait la couronne sur sa tête, tout d'abord il louait et exaltait Dieu. Donc, on a par ailleurs d'autres textes, dont un texte plus tardif en persan, le Farsnameh, qui décrit, il ne parle pas précisément des couleurs, mais il décrit ces grandes audiences comme des rangs étagés ou plutôt des cercles concentriques ou demi-cercles concentriques. Du coup, je pense que voilà, c'est une piste à envisager, peut-être à côté de la piste astrologique. Il y a une piste que je n'envisage pas, c'est qu'on ait fait ça simplement pour faire joli. Il y a un sens derrière ça. Voilà, je serais tenté de penser qu'on a là une représentation, une allusion
subtil, mais qui devait être évidemment perceptible à l'époque, sur le rôle du roi comme coordinateur du lien social, hein, et donc siégeant au milieu des symboles imbriqués des guerriers, avec l'or qui va avec le rouge et dont la résille pénètre un peu tout, comme le pouvoir royal tient toutes les ficelles, les prêtres et les agriculteurs, artisans, etc. Alors lui-même, bon, il se trouve la couleur qui lui est là associée est plutôt la couleur sacerdotale. Bon, ça pourrait être logique s'il s'agit d'une des grandes audiences qui avait lieu 2 fois par an au Nowruz et aussi au Mihragan, la fête de Mitra. Argument pour dire que c'est peut-être les Mihragan, c'est qu'il est sur un trône avec des chevaux ailés qui pourraient très bien évoquer le char solaire de Mitra. Alors, l'histoire de ce qu'on peut dire sur cette coupe ne s'arrête pas là. Il y a des inscriptions en Pélévi, des inscriptions qui ont été mal publiées, jamais vraiment, enfin on n'a pas de bonnes photos, mais comme je vous ai dit, d'ici 2 semaines, avec donc Samra Zarnouch et Ankadan, nous allons avoir le plat, et là les inscriptions pourront être lues sur l'original. Alors d'après ce qu'on sait, ce qui a été publié, il y a d'abord une inscription de poids, ça c'est tout à fait normal, c'est fait, hein. Converti en mesure moderne, ça veut dire c'est 1,7 kg. C'est beaucoup. Hein. Et comme je vous ai dit la dernière fois, l'Iran sassanide n'était pas très riche en or. Il l'acquérait généralement de sources étrangères. Et Madame Villers-Lapetit, auteure de la conservatrice au cabinet des médailles et auteure de la dernière étude sur ce plat, sur cette coupe, rappelle que en 505, le roi Kawad, candidat possible pour la figure royale ici, a reçu 1000 livres d'or livrés par l'Empire byzantin à l'issue d'une guerre, moyennant la restitution d'une place forte. Comme il dit, avec 1000 livres d'or, on pouvait fabriquer pas mal de coupes comme celle-là. Alors, une autre inscription, répétée 2 fois, je crois, porte un nom, Adur Burzen, ou alors Burzenmir, je ne sais plus, mais enfin, voilà, on rapproche ça du nom d'un des 3 grands temples sassanides, Adur Burzenmir, c'est-à-dire le feu de Burzenmir. Maintenant, on tend à penser que ça veut dire le feu de Mitra. C'est le grand temple du feu qui appartenait à la classe des agriculteurs. Il y avait 2 autres grands temples impériaux, l'Adur Farbay qui appartenait à la classe des prêtres et l'Adur Gushnasp à la classe des guerriers. Le seul qui soit connu archéologiquement, c'est Tart et Soleiman en Azerbaïdjan. Donc ça aurait appartenu au temple de l'Adur Burzenmir. Alors à partir de là, on a fait toutes sortes de... On s'est un peu lâché, alors on a dit, c'est le dernier roi sassanide, le pauvre Yazdgird III, qui dans sa fuite à l'est, devant les armées arabes, dans un effort désespéré, a offert ce plat au temple de l'Adur Burzenmir. Bon, rien ne confirme ces spéculations. Ce qui est quand même curieux, c'est que le nom est abrégé. Ce n'est pas écrit Adur Burzenmir, c'est écrit Adur Burzen, c'est-à-dire que ça ressemble plutôt à un nom de personne nommé d'après le temple. On peut abréger les noms de personnes, ça paraît plus délicat d'abréger le nom d'un grand temple. En plus, c'est mal écrit, c'est vraiment incisé. Alors, ça a plutôt l'air d'être le nom d'un propriétaire privé qui, à un moment, aurait possédé cette tasse. Et alors, il y a une 3e inscription qui a entraîné beaucoup de perplexité,
c'est qu'en Pélévi, il est écrit Bismillah. On a des cas sur des monnaies où le Bismillah est écrit non pas en arabe, mais en Pélévi. Alors, on a dit, c'est une façon de sacraliser l'objet, c'est la preuve qu'à un moment, c'est passé par le trésor du calife. Bon, en réalité, Samra Zarnouch a proposé une explication beaucoup plus simple. C'est qu'en écrivant Bismillah, on protégeait l'objet contre la refonte. Parce qu'on n'a pas le droit en islam de détruire un objet qui porte le nom de Dieu. C'est comme dans le judaïsme. Si un objet porte le nom de Yahvé, on ne peut pas le détruire. C'est pour ça qu'on a gardé ces énormes quantités d'archives, par exemple, qu'on appelle la Guéniza au Caire, retrouvées dans le plafond d'une synagogue. Ces archives ne valaient plus rien, n'avaient plus aucune valeur, mais comme elles comportaient des prières et qu'il y avait dedans le nom de Dieu, on n'avait pas le droit de les détruire. Et donc c'était stocké. Et là, voilà, ça aurait été pour, à un moment, on aurait protégé l'objet contre la refonte. Alors, cette coupe a un destin tout de même assez extraordinaire, puisqu'elle est chez nous, elle est chez nous depuis longtemps. Elle vient du trésor de la basilique de Saint-Denis, où elle est quasiment certainement attestée depuis le IXe siècle. En fait, on est quasi sûr que c'est le roi Charles le Chauve, mort en 879, petit-fils de Charlemagne, qui l'a donnée à l'abbaye de Saint-Denis. On sait ça par des chroniques, et puis on a une confirmation, c'est que Charles le Chauve avait commandé une coupe en pierre, et le bord de cette coupe imite le bord de celle-là. Donc les orfèvres de Charles le Chauve avaient cet objet sous les yeux. Alors au-delà, il y a des traditions légendaires. On dit c'est le calife Haroun al-Rachid qui l'aurait offert à Charlemagne. Bon, c'est pas du tout, ça se tient. On dit aussi qu'Haroun al-Rachid, on sait qu'Haroun al-Rachid a offert un éléphant et un jeu d'échecs. Alors il se trouve qu'il y a un jeu d'échecs à la Bibliothèque nationale qu'on dit être celui du calife Haroun al-Rachid, sauf que maintenant, par une étude stylistique, on sait qu'il est indien du XIVe siècle. Mais enfin, là, dans ce cas-là, on sait que c'est dans le trésor de Saint-Denis depuis le IXe siècle. Alors, le terme sous lequel cette coupe est connue depuis qu'elle est en France, c'est la tasse de Salomon. Alors, il se trouve que dans la poésie persane, la tasse miraculeuse dans laquelle on voit l'ensemble du monde, où on peut prédire l'avenir, etc., est attribuée à divers héros, le héros Khosrow, Alexandre, Jamshid, et dans certains cas Salomon. Ça va avec l'idée de l'omniscience et de la sagesse de Salomon. Donc on pourrait dire, après tout, quand les ambassadeurs de Haroun al-Rachid ont offert cet objet à Charlemagne, ils ont très bien pu le présenter comme la tasse de Salomon. C'est tout à fait possible. Il y a une autre explication possible. C'est que Charles le Chauve se prenait pour Salomon. Il est dans les poèmes, enfin, en son honneur, son père, Louis le Pieux, était célébré comme le nouveau David. Donc, quoi de plus naturel que le fils se soit pris pour le nouveau Salomon. On a effectivement, il semblerait qu'il avait dans son esprit, la basilique de Saint-Denis devait devenir une espèce de nouveau temple de Jérusalem, et que le trésor qu'il s'était constitué en s'entourant notamment d'objets orientaux, dans son esprit était une reconstitution du trésor de Salomon. Alors il y a un article qui était paru là-dedans, dans les comptes rendus de l'Académie, il y a quelques années. Je ne l'ai pas encore retrouvé, mais je suis sûr d'avoir vu ça.
Voilà, donc c'est un objet sur lequel, là, vraiment, il y a beaucoup à dire et tout ce que je vous dis là est en partie tiré de publications existantes, en partie des spéculations que je me permets de faire, mais il faut vraiment continuer à travailler sur cet objet qui sort complètement de l'ordinaire. Alors, nous avons fini là le parcours des plats à scène royale, principalement scène de chasse, également scène de trône. Il faut maintenant envisager une autre catégorie de plats sassanides, ce sont les plats à sujet mythologique. La troisième catégorie, beaucoup plus riche mais beaucoup plus diversifiée, et en fait assez peu représentée par des plats, surtout représentée par des coupes, des aiguières, etc., ce seront les sujets à caractère mondain ou divertissant. Alors, tout de suite, quand on aborde cette question des sujets mythologiques, on doit remarquer que dans ce répertoire, il n'y a presque pas de dieu et que le langage allégorique n'a pas l'air très associé au zoroastrisme. Alors c'est quelque chose qu'a bien remarqué Michael Schenkar dans son livre fondamental sur l'iconographie du zoroastrisme. On a l'impression vraiment d'une réticence. Ces sujets sont évités. Et même, alors d'une manière générale, on le sait, l'art religieux sassanide est très pauvre, très pauvre. Mais malgré tout, dans tout ça, c'est les plats qui sembleraient être le répertoire le plus pauvre de ce point de vue. Sur les reliefs, il y a quand même 3 dieux qui sont représentés. Ahura Mazda, Mitra et Anaïta. Mais c'est toujours dans des contextes très précis, ce sont des scènes d'investiture royale. Les dieux sont représentés comme conférant le pouvoir au roi. Alors vous me direz, pourquoi pas sur les plats, puisque les plats mettent en scène beaucoup la personne royale. Eh bien oui, mais voilà, il n'y a pas les dieux. Sur les reliefs, si on prend un répertoire plus large, les reliefs, les monnaies, on arrive quand même... Sur les monnaies, il y a aussi 3 dieux, les mêmes, Ormazd, Mitra, Anaïta. Si on prend les sceaux privés, il y en a un peu plus, mais on arrive à 4 ou 5, un petit peu plus éventuellement, mais là, ils n'ont jamais l'air d'être... Ils sont rarement représentés, ils sont parfois représentés de manière symbolique, allusive, avec des symboles animaux. C'est pas toujours très évident. Alors cette rareté du répertoire religieux et mythologique, c'est quand même une différence énorme avec les plats romains et byzantins, qui sont par ailleurs, qui se prêtent par ailleurs à beaucoup de comparaisons et qui, on a déjà eu l'occasion de le voir, ont quand même souvent fourni des modèles. Sur les plats byzantins et romains, on a beaucoup de scènes mythologiques, aussi bien païennes que chrétiennes. Même sur les plats d'époque byzantine, il y a beaucoup de scènes païennes. Alors, cette rareté du répertoire religieux a causé la perplexité des chercheurs dès qu'on s'est intéressé à ces plats. Je pense par exemple aux chercheurs de l'Ermitage, les premiers qui ont vraiment fait des études systématiques. Alors, la grande Camilla Trevor, auteure de grands répertoires de ces plats, se demandait si ce n'était pas une influence du manichéisme. Voilà, que le manichéisme aurait pénétré la haute aristocratie sassanide et du coup ça aurait entraîné un rejet des dieux traditionnels. On ne peut plus du tout croire à ça maintenant, mais c'est dire le désarroi que ce manque a créé. Alors, ce qu'on peut dire, on peut aussi prendre le problème par les absences.
Les plats sassanides, c'est vrai, l'argenterie sassanide ne représente jamais de créatures franchement démoniaques dans la classification zoroastrienne. Notamment dans le répertoire des animaux, les animaux dits arimaniens. On sait très bien lesquels c'est. Ils n'y sont jamais, sauf les grands félins chassés. Tigre, panthère, lion. Mais là, on est dans un entre-deux, parce que ce sont quand même des proies royales, prestigieuses. D'ailleurs, les textes zoroastriens traduisent cet embarras en ce qui concerne le lion. On dit, son essence est arimanienne, voilà, démoniaque, mais son apparence est hormasdienne, royale. Donc, il y a une gêne, il y a une ambiguïté. On l'a dit, il y en a un qui n'y est jamais, c'est le loup. Bien. Sur les sceaux sassanides, on a des êtres, des animaux démoniaques. Hein. On a des scorpions, on a des loups. Mais c'est toujours dans un contexte magique. Ce sont des sceaux de sorcellerie. Hein. Ce n'est pas dans un répertoire officiel. Alors, bien, il y a quand même des sujets religieux, mais je dirais, dans la plupart des cas, et les cas sont quand même assez rares, on voit qu'ils se sont introduits par l'astrologie. C'est en tant que les dieux sont au ciel, associés à des planètes ou à des constellations, qu'ils ont pu s'infiltrer dans ce répertoire. Alors, voilà un bel exemple, c'est un plat bien connu du Metropolitan Museum, qui relève vraiment du style officiel. Hein. Ce sont vous voyez très bien, ce sont des figures fabriquées séparément, insérées. C'est vraiment la même technique que les plats de l'école de la cour. Ça a posé des problèmes. Comment les identifier ? La première idée qui vient à l'esprit, comme ils sont deux, c'est que c'est Castor et Pollux, les dioscures, qui sont représentés nus dans l'art grec avec des chevaux. Oui, mais les dioscures n'ont pas des chevaux à ailes. Ici, ce sont des Pégases. Alors, il y a un héros grec qui, lui, est associé à Pégase. C'est le héros Bellérophon, qui a toutes sortes d'aventures très compliquées avec le soleil, etc. Et il est associé à une fontaine qui s'appelle la fontaine Pyrénées. Alors, oui, là, ça pourrait éventuellement aller, et puis il serait dédoublé, mécaniquement, mais ça, c'est une tendance de l'art sassanide, parfois, de mettre les choses en symétrique. Finalement, Harper, dans ses dernières contributions, en est venu à une autre idée que je pense préférable, c'est qu'en fait, c'est la constellation des Gémeaux. Bon, évidemment, pour faire les Gémeaux, on s'est inspiré des Dioscures, on s'est inspiré de Bellérophon, mais ce seraient les Gémeaux. Et cette constellation, elle est connue, elle a son nom en Iran, Do-Parikar, ça veut dire les deux images. Bien. Du coup, ici, on aurait peut-être le Verseau. Voilà. Ici, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vient faire ce petit musicien? Alors, Harper dit... oui, alors il y avait peut-être des mythes, des histoires racontées au sujet de la constellation des Gémeaux, et ce serait un ménestrel qui chante une chanson sur eux. Bon, moi, j'ai deux autres idées. Ça pourrait être Vénus, qui est musicienne du point de vue astrologique, mais elle est quand même, ça a l'air plutôt masculin, et puis c'est un peu petit pour une déesse. Ou bien tout simplement, c'est une façon de dire on est au ciel. Et on retrouve ça fréquemment, on retrouve beaucoup ça dans l'art d'Asie centrale. Montrer un musicien, c'est presque une hiéroglyphe. Ça veut dire attention, ici on est au ciel. Parce que le ciel
est un monde de musique. Le paradis zoroastrien s'appelle la maison du chant. Voilà. Donc ça pourrait être une indication qu'on se trouve sur le plan céleste. Voilà, pour le moment on en est là, sur ce plat. Je pense pas que la discussion puisse maintenant vraiment avancer avec des arguments décisifs. Alors j'en viens à un autre plat alors, qui, lui, a vraiment fait l'objet de beaucoup de discussions. Voilà, c'est le plat de Klimova. Il est à l'Ermitage. Il a été trouvé dans l'Oural il y a vraiment longtemps. Son authenticité est absolument hors de doute. Ce qui pose un peu problème, c'est de le rattacher à une école spécifique. Harper écrit « Il est impossible d'attacher un label culturel au plat de Klimova. » Bien. Marchak pensait que c'est un objet qui avait été fabriqué en Iran au 7e siècle, soit à la fin de la dynastie, soit un peu après. Je serais assez d'accord parce que, vous voyez, le rendu les petits angelots, ça ressemble assez à la façon dont ils sont traités sur un plat que je publie avec Samra et une autre collègue, dont je serai amené à parler plus tard, un plat avec des sujets évoquant l'Égypte, et qui, lui, est incontestablement d'époque sassanide tardive. Alors, ici, vraiment, on est à la jonction du thème royal, ouais, un personnage qui a l'air royal et qui est sur son trône, et du thème mythologique, parce que, clairement, on n'est pas sur Terre. Bien. Alors, ce plat a fait l'objet d'un premier essai argumenté d'interprétation en 1920, dans un grand article qui est génial, par Ernest Herzfeld, le grand archéologue Ernest Herzfeld, qui a beaucoup travaillé en Iran, qui a fini sa carrière aux États-Unis, un personnage, enfin, on pourrait dire beaucoup de choses sur Herzfeld. Il avait parfois des idées tout à fait bizarres, et en même temps, il a fait un travail fantastique. Et là, encore assez jeune, il a écrit donc cet article, Le trône de Khosrow, critique des sources et études iconographiques sur les frontières culturelles et l'histoire de l'art du Proche et du Proche et Moyen-Orient. Voilà, du Proche-Orient et de l'Orient. Jahrbuch der Preußischen, oui, les collections prussiennes, parce que non, en fait, cet objet n'a jamais été au musée de Berlin, mais il utilise dans les parallèles des objets qui étaient au musée de Berlin. En fait, ça va bien au-delà du plat étudié ici. Il prend vraiment toute la thématique jusque dans l'art médiéval, des ascensions au ciel, de la montée au ciel d'Alexandre, du char solaire, du char de la Lune. C'est accessible en ligne. À mon avis, c'est du béton et ça reste aujourd'hui le meilleur angle d'approche, bien que pouvant être amélioré. Alors, sa thèse, c'est que ce plat est une copie partielle, une réminiscence partielle d'un monument qui a vraiment existé, qui est la grande horloge, le trône horloge astrologique que le roi Khosrow II, le dernier grand roi sassanide, s'était fait construire dans son palais de Ganje, en Azerbaïdjan. C'est aujourd'hui, je crois, dans la République d'Azerbaïdjan. Alors, il se trouve que cette horloge a été vue et décrite. Elle fait l'objet, à l'époque, dans les époques ultérieures, d'une littérature importante. Pourquoi ? C'est parce que ce palais
a été pris et pillé en 624 par les Byzantins lors de la dernière grande guerre entre Byzantins et Sassanides. L'empereur Héraclius est entré au palais de Gangé et les chroniques de son époque, perdues mais recopiées par des chroniques ultérieures, décrivent ce qu'ils ont vu. Qu'ont-ils vu? Alors voilà la chronique de Georges Kédrenos, XIe siècle, mais qui remonte à des chroniques contemporaines. Quand Héraclius entra, il trouva l'idole affreuse qui était le portrait de Khosroès, trônant comme dans le ciel, dans le plafond en coupole du palais. Et près de lui, le soleil, la lune et les étoiles, que les idolâtres adorent comme des dieux. Et tout autour, il avait placé ses messagers porte-sceptres. Là, cet ennemi de Dieu avait fait faire des machines qui pouvaient émettre des gouttes comme la pluie et du bruit comme le tonnerre. Alors, il se trouve qu'on a des descriptions aussi dans la tradition persane, et sur un ton également désapprobateur. Khosrow II n'est pas un roi aimé dans la tradition zoroastrienne. Il est considéré comme un peu tyrannique, un peu bizarre, un peu trop en Iran aujourd'hui on dirait Karbzadeh, un peu trop influencé par Byzance, avec son épouse Chirine qui est chrétienne, et on sait qu'en fait que Khosrow a parfois fait commanditer des inscriptions chrétiennes en Syrie. Alors, la chronique qu'on attribuait à Tha'alibi, qui maintenant, on ne sait plus en fait qui est l'auteur, c'est un auteur du XIe, XIIe siècle. L'intérêt de cette chronique, c'est qu'elle a utilisé des sources que Ferdoussi, semble-t-il, a également utilisées. Alors, il fait un inventaire des merveilles commandées par Khosrow dans son règne. Une autre merveille était le Tart et Tarkdiz. Tart, c'est le trône. C'était un trône fait d'ivoire et de bois de teck, dont les plaques et les balustrades étaient d'argent et d'or. Sa longueur était de 180 coudées, sa largeur de 130 coudées et sa hauteur de 15 coudées. Une coudée, c'est 40 cm. Alors vous voyez, on est à 80 mètres, longueur 80 mètres, largeur 60 mètres, hauteur 7 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il décrit, ce n'est pas seulement le trône, c'est la salle du trône, bien entendu. La longueur, c'est la longueur de la salle du trône. La largeur, c'est la largeur qu'occupe le trône en face. Ce trône était surmonté d'un baldaquin fait d'or et de lapis-lazuli, normal, lapis-lazuli, couleur du ciel, où étaient représentés le ciel et les étoiles, les signes du zodiaque et les 7 climats. Il y avait aussi un mécanisme qui indiquait les heures du jour. Le trône lui-même était entièrement recouvert de 4 tapis de brocart brochés d'or et ornés de perles et de rubis, et chacun de ces tapis se rapportait spécialement à l'une des saisons de l'année. Alors, au passage, c'est peut-être complètement arbitraire, mais vous remarquerez qu'il y a 4 couches de tapis ici. Bien. Herzfeld donc pensait que ce plat représentait une partie ou un des moments de l'action de ce trône horloge cosmique et a fait le rapprochement avec des grandes horloges hydrauliques monumentales effectivement connues à cette époque. La plus fameuse, elle a disparu, mais elle a fait l'objet d'une description précise à l'époque, construite vers 500, donc ce serait un siècle avant. C'est l'horloge hydraulique de Gaza. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous voyez que par rapport aux plats que nous voyons, et aussi par rapport aux descriptions du Tart et Tarkdiz, il y a des analogies. En fait, cette horloge, dans cette reconstruction, cette horloge est montrée au moment dans la journée.
Donc c'est les heures diurnes. C'est présidé par le masque du soleil. Et on a une statue en or d'Hélios, le dieu du soleil, qui entre successivement dans chacune des 12 portes qui sont les heures. Et puis par ailleurs, il y a les 12 heures de la nuit, ça pivote. Et vous voyez qu'en bas, il y a des petits édicules d'où sortent 3 statues d'Héraclès. L'une, celle à gauche, sort le matin, celle au milieu sort le midi, et celle-là sort le soir. Et celle-là, tenant une massue, tape aussi sur un gong pour marquer chaque heure. Alors, évidemment, ce n'est pas vraiment la même chose, mais on voit quand même une divinité, un des luminaires qui préside la scène, et on voit aussi, on voit très nettement l'analogie entre ce petit édicule, cette petite niche sur des colonnes, et les petits édicules d'où sort la statue d'Héraclès. Alors, voilà donc pour l'interprétation de Herzfeld. Alors, cette interprétation a été critiquée en 1937, 17 ans après, par Phyllis Ackerman. Phyllis Ackerman était la femme de Arthur Upham Pope, l'auteur du Survey of Persian Art, le monumental travail. Ils sont d'ailleurs enterrés tous les deux à Shiraz. Elle avait des idées. Bon, elle cherchait. Elle était astucieuse, mais elle avait des idées un petit peu bizarres parfois. Bon, elle cherchait partout des symbolismes astraux. Et puis par ailleurs, semble-t-il, elle cherchait aussi beaucoup des symboles phalliques un peu partout dans l'art iranien. Alors elle a proposé. Elle a dit non, c'est pas une horloge. C'est une image mythologique du dieu de la lune, Mah, au ciel. Alors, effectivement, le grand croissant lunaire ici, le dieu trône, et il a un croissant derrière les épaules. Et le char de la lune, en Iran, comme d'ailleurs dans l'astrologie occidentale, est tiré non pas par des chevaux, comme est le char du soleil, mais par des bœufs. Le rapport entre les bœufs et la lune, c'est pas la peine d'extrapoler là-dessus. On voit très bien que depuis toujours, le bœuf est considéré comme une image de la lune, et c'est en grande partie en fait à cause de la forme de ses cornes. En Iran, dans la formule Pélévi, avestique, c'est que la lune est Gauchithra, c'est-à-dire on a dit qui a la semence du bœuf, mais c'est peut-être aussi tout simplement qui a l'apparence du bœuf. Alors, en fait, je dirais, ils avaient raison tous les deux. Je pense que c'est à la fois le char de la lune et une réminiscence de l'horloge de Khosrow. Alors, voilà, pour le char de la lune, le voilà sur un sceau sassanide, vous voyez, avec, c'est une représentation très elliptique, hein, mais on voit le char avec les roues, très simplifiées, les bœufs et pas des chevaux, et puis le dieu lunaire, Mah, qui est masculin. La lune en Iran est toujours masculine. Le dieu lunaire qui a son croissant. Elle avait aussi proposé idée qui revient maintenant au goût du jour, que le personnage en bas, qui en fait est important, il est aussi important en fait que le dieu qui trône, puisqu'il est représenté à la même taille. Ce serait aussi un dieu astral, et ce serait Tishtria, la divinité de l'étoile Sirius, qui est en même temps la divinité qui commande le cycle des pluies et qui est décrit comme un archer. Alors, c'est très compliqué, c'est que Sirius fait partie de la constellation de Orion, qui est interprétée comme ayant la forme d'un arc, et par ailleurs le scintillement nocturne de l'étoile Sirius est comparé à la vibration d'une flèche. Pour tout ça, je renvoie
aux travaux très abondants d'Antonio Panaino et en premier lieu à sa thèse, où il a réédité et commenté magnifiquement l'hymne avestique à Tishtria. Alors les polémiques ont continué parce que, ah oui, Tishtria Archer, alors voilà un argument que n'avait pas Ackermann, mais qu'on a maintenant. Voilà une image que j'ai identifiée sur un ossuaire sogdien de Charlie Sabbs, qui est très certainement Tishtria, tenant à la main sa flèche. Les autres attributs lui conviennent parce qu'il a un casque avec des oreilles de cheval. Or, au moment, il se métamorphose en cheval blanc pour lutter contre un cheval noir qui est le démon de la sécheresse. Il est en armure parce qu'il est considéré, l'étoile Sirius est considérée comme le général des étoiles de l'Est, et il a ici un bouclier rond qui est un bouclier de type astral, donc ça va aussi à la fois avec Sirius et Mercure, le signe ici de la fortune, et puis, comme je vous ai signalé tout à l'heure, les immanquables petits musiciens dont la fonction principale est de signaler qu'ici on est au ciel. Voilà, on a dit que Tishtria, à l'image de Shiva, exécute une danse frénétique. C'est évidemment pas ça. C'est qu'il est assis sur un trône dans la position de délassement qu'on a dans l'art indien, avec les jambes croisées. Alors, les polémiques ont continué. Après, on a eu l'intervention, parce que ce plat de Klimova, qu'est-ce qu'il a fait couler comme encre? Bon. On a l'intervention de Hans-Peter Lorange, un savant norvégien, qui avait fait des travaux absolument remarquables sur l'iconographie astrale. Il travaillait à Rome. Alors en 1953, il publie Studies on the Iconography of Cosmic Kingship. Alors pour lui, c'est pas du tout une horloge, c'est pas du tout le dieu de la lune, c'est le roi sassanide qui monte au ciel. Bon. C'est impossible. C'est impossible. Le personnage qui trône n'a pas une couronne royale. Et par ailleurs, dans les textes zoroastriens, la place des rois morts au ciel n'est pas la station de la Lune, c'est la station du Soleil. Donc c'est totalement impossible. Alors, bien des années après, les grands savants de l'Ermitage, Loukonin et Marchak, sont retournés à l'idée de Herzfeld, c'est-à-dire une réminiscence partielle de la grande horloge de Rosseau. Et Marchak, dans une conversation, je ne crois pas qu'il ait publié là-dessus, mais enfin, c'est une conversation qu'il a eue avec moi, il proposait une autre interprétation pour le personnage qui sort, l'archer. Ce ne serait pas Tishtria, ce serait la divinité de l'aube, Usha. Et en fait, on aurait ici un moment très précis du fonctionnement du mécanisme de l'horloge. C'est qu'en fait, elle joue le rôle du coucou. Il sort du petit portail à l'aube, au moment où le mécanisme va pivoter ou basculer et où, à la place de l'image de la Lune, on va avoir celle du Soleil. C'est très astucieux. Alors, ça peut s'appuyer sur le fait qu'effectivement, à Bamiyan, on a dans un contexte assez largement inspiré par l'Inde, mais qui reste quand même en gros mitraïque, la peinture au-dessus d'un des Bouddhas, bon, ça a été détruit par les talibans, avant même le Bouddha d'ailleurs. On a Mitra, qui surgit le matin au-dessus de montagnes colorées. Bon, je n'ai pas l'image couleur ici, mais c'est l'illustration de l'hymne à Mitra dans l'Avesta, le Miryasht. Il surgit au-dessus du mont Hara, le mont qui est l'axe du monde, dont les pics sont colorés par la lumière du matin. C'est exactement ce qu'on voit sur la peinture. Il est dans son char, tiré par des chevaux ailés, et
il est accompagné, bon, je ne commente pas davantage les autres personnages, mais il est accompagné par deux déesses, deux figures féminines, dont Marchak a proposé une interprétation vraiment convaincante. C'est l'aube et le crépuscule, ou plutôt la lumière diurne et la lumière nocturne. Ici, on a la lumière diurne, et ça, ce n'est pas une lance, c'est une flèche. En Asie centrale, les flèches sont très longues. Donc c'est la lumière diurne, ce serait Usha, la déesse de l'aube. Et ici, la lumière nocturne, avec un bouclier qui reflète le visage de la lune. Alors, le type, au départ, cette image, est recopiée sur l'image grecque de Athéna, qui tient le bouclier avec la gorgone. Mais c'est recyclé dans cet ensemble. Bon, c'est très astucieux, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème, c'est que Usha, la déesse, aussi bien, la déesse de l'aube, aussi bien sur cette peinture. Alors, attendez, il faut encore que je. Aussi bien sur cette peinture que sur le plat, ici, c'est assez nettement un personnage masculin. Alors, actuellement, Padaino, dans un article inédit qu'il m'a envoyé, reprend toute cette question du plat de Klimova, et lui, il revient à l'interprétation comme Tishtria. Alors, je ne donne pas le détail de son argumentation. Le point peut-être le plus faible, c'est que l'association de Tishtria à la lune n'est pas particulièrement claire dans les textes. Ce qui est intéressant, il commente ce petit détail en bas, 3 petits globules là avec des petites plantes dessus. En fait, c'est le mont Hara. C'est la montagne qui est l'axe du monde, l'axe du cosmos, et autour de laquelle tournent le Soleil et la Lune. Mais montagne par ailleurs identifiée dans l'Avesta à une montagne réelle, qui est l'Hindoukouche centrale, dans la région de Bamiyan, Kuribaba, le Kuribaba aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à Bamiyan, en contexte bouddhique, on a cette image de Mitra surgissant au-dessus du mont Hara. Il est tout simplement chez lui. Bien. Donc, Panaïno admet, mais sans vraiment s'engager très nettement, la possibilité qu'il y ait quand même le modèle de l'horloge derrière tout ça. Alors, il renvoie à une thèse que malheureusement, je n'ai pas encore vue, qui est la thèse de Alessia Zoubani, soutenue sous sa direction à Ravenne, Les machines du pouvoir, technique et politique entre l'Iran sassanide et le califat abbasside. Apparemment, elle aussi est assez favorable à l'idée que c'est la réminiscence d'une horloge royale. Voilà, alors j'ai terminé pour aujourd'hui. On va voir que ce plat a fait des petits. Il y a eu des copies faites après, très intéressantes. Et puis, nous continuerons du côté des scènes des divinités astrales. Il y en a probablement une autre qui est sur les plats sassanides et qui serait Anaïta Vénus, mais c'est problématique. Et puis ensuite, les autres scènes qu'on peut dire, qu'on peut tenter d'interpréter comme renvoyant à des mythes. Voilà, alors je vous dis à dans un mois. Voilà.